Bonjour, nous recevons Emery Doligé. Bonjour. Né à Paris. À Paris. Mais qui vient de m'apprendre que son grand-père était de Riec-sur-Belon. Oui. Ce qui lui donne quelques lettres de noblesse bretonne. Vous avez été chroniqueur à France 2, France 4, Europe 1, France Info, vous participiez aux Informés. Oui. Et vous parliez de quoi? De tout et de rien? Vous avez Plutôt des anglais spécialités sur la communication, communication de crise, communication politique. Vous avez participé à la fondation de Doctissimo J'ai participé à la société qui a amené le Doctissimo. avec Laurent Alexandre. Oui, j'étais un petit stagiaire au départ. Voilà, et ensuite vous avez aussi participé ou créé la banque audiovisuelle Vodéo. Alors j'ai participé également. C'était quoi ça? C'est la première plateforme de VOD. On était en 2005, il n'y en avait pas eu avant. Depuis, la VOD a explosé. Alors VOD, il faut dire pour... Vidéo à la demande. Voilà. Bon, en parallèle ou ensuite, vous avez créé un blog qui s'appelle Choses Vues, En hommage à Victor Hugo. qui a connu un grand succès. Oui. Pourquoi? Était-ce mérité? Je ne sais pas si c'était mérité, parce que c'est toujours compliqué de savoir pourquoi on est lu ou pourquoi on ne l'est pas, mais j'ai appliqué en fait, avec ce blog-là, toutes les techniques pour attirer le lecteur, avec des gros titres, avec des photos qui claquaient, avec des idées jamais grises, toujours noires ou blanches, donc ça crée le débat, et donc ça a fait monter la sauce. Dans ce monde numérique qui charrie le pire et le meilleur, Oui. vous devenez, où se multiplient les fake news, on rabat les oreilles à longueur de journée des fake news, Depuis 5-6 ans, oui. Comme si la manipulation n'avait jamais existé dans l'histoire. Comme si. Vous devenez ce qu'on appelle un influenceur. C'est quoi un influenceur? Alors, dans la définition moderne, qui n'est pas la définition ancienne, parce que je vous rappelle que la définition ancienne, c'est quelqu'un qui dit quelque chose à quelqu'un d'autre, sans aucune publicité pour le faire changer d'avis, on est passé à quelqu'un qui veut promouvoir n'importe quoi au plus grand nombre, avec le maximum de possibilités. Et donc ça, c'était la définition que le marketing a donnée de le mot influenceur. Et vous avez travaillé aussi pour des marques Et j'ai travaillé beaucoup pour des marques, oui. que vous avez stimulées. Cette recherche vibrionnante de l'audience, Oui. elle passe aussi parfois par une certaine agressivité, une forme d'arnaque aussi. Oui. Et finalement, parce qu'on va en venir, et on va venir à votre livre, vous présentez un peu cette démarche comme une contrition numérique. Mon livre est devenu... Oui, en fait, à un moment donné, je me suis dit, OK, pendant 15 ans, tu as été au pinacle d'un certain nombre de postures numériques, d'idées numériques. On te suivait pour des bonnes ou des mauvaises raisons. Tu as été à la télévision parce qu'on était considéré que tu étais un influenceur, mais tu n'avais pas plus grand-chose à dire que Madame Michu. Pourquoi ? Et donc j'ai voulu comprendre pourquoi est-ce que subitement le numérique est passé au-dessus de tout, alors qu'en fait c'est qu'un outil, c'est qu'un objet, ce n'est rien d'autre que quelque chose qui nous permet de communiquer. Alors ça m'intéresse, Je vous parce en que prie. moi qui suis éditorialiste Oui. politique depuis 25-30 ans, Brillant. et j'ai vu arriver sur les plateaux de télévision Des gens comme moi. des gens comme vous, Oui. des gens qui représentaient des agences de pub ou de com dont Oui. on ne savait pas quels étaient les budgets, et donc pour qui ils influençaient. Absolument. Et je voudrais que vous m'expliquiez finalement en quoi ça a été une profonde révolution pour les médias traditionnels de voir apparaître les réseaux sociaux. Alors, il y a plusieurs choses dans votre question. D'abord, on a débarqué parce qu'on était nouveau. On était le truc à la mode. Donc, subitement, il fallait utiliser les trucs à la mode. Ça, c'est le premier point. Deuxième chose, les réseaux sociaux ont libéré la parole. Ont permis à tout le monde de dire ce qu'il avait envie de dire. La libération de la parole des femmes, la libération des homosexuels, la libération de la parole des homosexuels, la libération de la parole de ceci, de cela, etc. Tout le monde a pu prendre la parole. Il y a eu une espèce de capacité à dire tout et n'importe quoi. Et les excès sont arrivés, évidemment, avec les fake news et des choses comme ça. Donc, la puissance des réseaux sociaux, commencée par les blogs, permet la libération de la parole. Et c'est ça qu'il faut retenir. Mais cette libération de la parole permet d'aller aussi trop loin. Et j'en ai été non seulement la victime, mais également un des acteurs. On va y revenir, mais paradoxalement, cette libération de la parole, qui a effrité, je dirais, les milieux traditionnels, institutionnels, etc. Ah, ça les a chamboulés même. Ça les a chamboulés. Elle s'est accompagnée d'une recrudescence du politiquement correct. Aujourd'hui, on ne peut plus rien dire, pour résumer les choses. Oui, c'est le fameux, c'est ce que appelait dans son livre Mathias Chichporcich et Denis Oliven, la mortelle transparence. C'est-à-dire qu'à force d'être trop transparent, on devient totalement insipide, sans goût, sans saveur, et donc on ne peut plus rien dire, comme on dit toujours que c'était mieux avant, on pouvait dire plein de choses, mais en fait, on ne peut plus rien dire de façon officielle et globale.
Mais il y a des choses qui sont en train de se mettre en place où des gens dans des clubs fermés se disent on ne met pas de portable, pas de téléphone, il n'y a plus rien, et là on peut se libérer. Alors, on en vient donc à votre livre, qui est tiré d'une phrase d'ado, « Tarte à gueule à la récré ». C'est le titre du livre. Hein. Oui, c'est tiré d'une chanson d'Alain Souchon qui s'appelait « J'ai 10 ans » et le refrain c'est « Tarte à gueule à la récré ». Voilà, sauf que le tarte à gueule à la récré, c'est tarte à gueule dans les réseaux sociaux. Ouais. Hein, on a vu encore un exemple de cette adolescente Mila, oui. Qui a suscité une réplique maladroite de Nicole Belloubet, la ministre de la Justice. Notamment. C'est très symptomatique. Très. Hein, c'est-à-dire que... Puisque la ministre a eu l'air finalement d'intégrer dans la loi, ce qui n'est pas le cas, le blasphème. Oui. Alors qu'en France, on peut quand même dire ce qu'on veut sur la religion. Oui, et elle s'est excusée d'ailleurs par la suite. Elle est revenue sur ses propos. Mais tout ça pour dire que de cette libération de parole, on peut arriver à des excès. Les politiques courent derrière. On a vu arriver dans les années 2010-2012 tous les politiques sur les réseaux sociaux parce qu'ils se disaient « comme ça, je suis au contact des gens ». Sauf que ce qu'ils n'ont pas vu, c'est que les gens, du coup, puisqu'ils sont plus proches, eh ben, ils vont leur demander encore plus de choses. Ce qu'ils n'ont pas compris, les politiques, c'est qu'un peu de distance vaut mieux parfois que trop de proximité qui génère de plus en plus de demandes. C'est ce qu'un de mes grands-pères m'a appris. Voilà. Never explain, never complain. Les politiques font exactement l'inverse. Absolument. Et c'est un peu la revanche des invisibles, finalement. Vous êtes l'avant-garde numérique des Gilets jaunes. J'irai peut-être pas jusque-là, mais c'est pas la revanche des invisibles, c'est la possibilité à tous de prendre la parole. Après, il faut savoir la prendre, la parole. Ça se construit. Tout le monde n'y a pas accès de la même façon parce qu'il y a un discours, une capacité à parler, une capacité à raconter, une capacité à embarquer. Tout le monde n'a pas cette capacité-là. Donc là aussi, même si c'est au début la révolution des invisibles, à un moment donné, certains restent vraiment invisibles et de ces invisibles naissent quelques visibles. Alors, à un moment donné, ça dérape. Oui, toujours. Et vous avez été mêlé à un dérapage qu'on a appelé l'affaire de la Ligue du LOL. De la Ligue du LOL. Alors, sans en faire partie. Dites-moi d'abord ce que c'est que le LOL. Ah, LOL, ça veut dire éclat de rire en anglais. Loud. Off. Laugh. Bravo. Bon. Et ça veut dire éclat de rire. On a parlé à cette occasion de cyberharcèlement qui a valu à plusieurs journalistes, Christophe Caron, Vincent Glade, Alexandre Herveau, etc., d'être accusés d'avoir harcelé des journalistes ou des consoeurs. En fait, la Ligue du LOL, dans la Ligue d'une école de journalisme qui s'appelle l'ESJ. Oui, ils n'étaient pas tous de l'ESJ. Il y a eu plusieurs ramifications. Il y a des groupes aussi j'ai vu un groupe qui s'appelle Ultime Hate. Ça, je ne connais pas, cela. Bon, et donc finalement, à travers des propos racistes, sexistes, homophobes, etc., il y a eu des excès. Complet. Et des sanctions, puisqu'il y a plusieurs journalistes de Libération et d'autres médias, je ne sais plus très bien lesquels. Les Inrock, les Libération. Qui ont été débarqués. Le sujet, il faut remettre la chose dans le contexte. On est en 2009-2010, tout le monde clash tout le monde. On parle de clash à l'époque. Aujourd'hui, on parle de battle aussi. Hein. Ou de battle, ce qui revient à peu près la même chose. Et aujourd'hui, on parle de cyberharcèlement. Mais à l'époque, on se clashait. On s'envoyait des invectives parce qu'on était à la course à l'audience, tout le monde voulait aller un peu plus. Et puis, il y avait des groupes qui se formaient. Et il y a un groupe, dont je ne fais pas partie, qui s'appelait la Ligue du LOL, qui s'est formé, dans lequel il y avait effectivement entre 30 et 40 personnes. Je crois qu'il y a un tiers de femmes, 2 tiers d'hommes dedans. Et ils avaient comme ambition de continuer à rigoler, mais aux dépens d'autrui. Et certains sont allés beaucoup plus loin. Alors vous a accusé d'avoir harcelé une Delphine Desneiges, blogueuse de mode. C'est plus complexe que ça. Vous auriez fait un article, soi-disant ordurier intitulé « Didi est une chienne ». Et vous auriez par la suite supprimé 4000 tweets. C'est faux tout ça. Alors, je remets dans le contexte. En fait, je n'ai pas harcelé, elle m'a mis une main courante comme quoi je la harcelais. C'est toujours pas démontré. 10 ans plus tard. Donc ça, déjà, il y a une erreur. À cette époque-là, en 2010, on se permettait tout, on avait une impunité totale. Ça, c'est le premier point. Ensuite, la note auquel vous faites référence, Didi est une chienne,
Eh ben, c'était vrai. C'était vraiment Didi, la chienne de mon copain Daniel, qui était une jolie petite bulldog et qui rigolait, etc. Et il y avait même la photo de la dite photo. Sauf que... Elle a pris ça pour elle ? Oui, parce qu'en fait, la puissance des réseaux sociaux, il faut que je vous explique un tout petit peu technique, c'est le référencement. Et il se trouve que en mettant Didi est une chienne dans la même orthographe que le pseudo de la Delphine des Neiges, Didi, on arrivait mécaniquement à avoir cette note dans la première page Google de Didi en question. Donc, quand vous étiez sur la page Google de Delphine des Neiges dite Didi, vous aviez Didi, son blog, son machin, et la note Didi est une chienne. Ce qui fait que c'était... Confusion. Et la confusion totale. Judiciaire. Il n'y en a pas. Il n'y a pas eu... Il y a rien. Mais non, c'était une main courante, il ne s'est rien passé. Ok. Simplement, aujourd'hui, en plus, le contexte est encore de plus en plus chargé avec l'affaire pour la petite histoire, MeToo. j'ai été attaqué par la Ligue du LOL, par ailleurs. Donc, bon... Enfin bon, aujourd'hui, il y a MeToo, il y a et c'est très bien qu'il y ait beaucoup MeToo. d'affaires de harcèlement, il y a une sensibilité extrême à ces questions. Oui, extrême, le mot est juste. Parfois, même un peu manipulatoire. Il y a le procès de l'affaire Weinstein. Oui. Bon. Comment tout ça va évoluer, à votre avis ? Vous m'avez dit qu'il y avait des clubs fermés qui se reconstituaient ? Oui, il y a deux choses. D'abord, d'un point de vue juridique, on a vu avec l'affaire Balance ton port que, en première instance, la jeune femme qui a donné le nom du monsieur a été condamnée en diffamation. Sandra Muller. Sandra Muller, Éric Brion. Auquel Éric Brion, patron d'Equidia, À l'époque. a eu le tort de dire, lors d'une soirée... A eu des mots un peu un peu aviné, ouais, très aviné, je pense. Tu as de beaux seins, c'est tout à fait ce qu'il me faut, quelque chose comme ça. Quelque chose comme ça, je vais passer, tu vas jouer toute la nuit, quelque chose comme ça. Résultat des courses, sa femme l'a quitté, son employeur l'a licencié. Il est parti en dépression. Et il a fait une interview plaidoyer au point. Oui. Et ensuite, la justice a tranché. La justice a tranché en sa faveur. Et puis il y a eu ensuite une autre affaire dont j'ai oublié le nom, où la même chose, il y a eu un renversement de choses. Je pense que... La guerre des sexes, là, s'interpénètre avec le numérique. L'interpénétration, je vous laisse votre mot. Le sujet, il n'est pas là. Le sujet, il est plus dans le tribunal du buzz versus le tribunal de la justice. Le temps du buzz qui est immédiat, tout de suite on est agressé, tout de suite on est jugé, voire pendu, voire la chaise électrique, versus... Parfois il y a des Bien sûr. Conséquences dramatiques pour des adolescents. On l'a vu avec les lycées. Mila. Bon. Qu'est-ce qui est en train de changer là maintenant ? La prise de conscience que tous ces outils-là ne sont plus des outils enfantins, mais sont des outils adultes avec une utilisation adulte. Et c'est ce que je raconte dans le bouquin, c'est que j'explique en fait aux parents et aux grands-parents qui ont des enfants dans ces cas-là qu'il y a des possibilités de sortir les enfants de numérique et de l'accro au téléphone portable par exemple, et d'autres choses. Très bien. Alors si vous voulez comprendre ce qui se passe, les battles du monde numérique et la manière dont les choses peuvent évoluer, vous lirez le livre d'Emery Doliger qui s'intitule « Tarte à gueule à la récré ». Ça, au moins, ça vous parle. Et on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité sur TBO et TB Sud. Merci, Emery. Merci.